Imaginez une hormone, une toute petite molécule dans notre corps, qui soudainement décide de se rebeller, de ne plus suivre les règles et de semer le chaos. C'est le point de départ d'une véritable enquête médicale, à la découverte d'une maladie rare et déroutante, le gastrinome. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut imaginer que notre estomac possède une sorte d'interrupteur pour la production d'acide. Eh bien, imaginez que cet interrupteur se coince, bloqué en position marche, à fond, sans jamais s'arrêter. C'est précisément ce qui se produit dans le syndrome qu'on va explorer ensemble. Pour bien saisir ce phénomène, on va faire un petit saut dans le temps. On retourne en 1955. C'est à ce moment-là que des médecins se sont retrouvés face à un véritable casse-tête. Un tableau clinique totalement déroutant, avec un ennemi commun, un acide qui semblait impossible à arrêter. Il faut se mettre à la place des patients. La frustration est terrible. Des ulcères graves qui n'arrêtent pas de revenir encore et encore, et qui apparaissent même dans des zones de l'intestin où on ne s'attend pas à en trouver. Ajoutez à ça un reflux acide constant, une diarrhée chronique, et le pire dans tout ça, les traitements classiques ne fonctionnent pas. On imagine le désarroi des médecins et le diagnostic qui traîne parfois pendant des années. Cet ensemble de symptômes si particuliers a fini par avoir un nom. C'est le syndrome de Zollinger-Ellison, ou SZE. Et là, on tient notre premier indice majeur dans cette enquête. C'est la signature clinique, la preuve qui nous met sur la piste d'une cause bien plus profonde. Très bien, on a les symptômes, on a un nom. Mais qui est le coupable qui orchestre tout ce chaos? Eh bien, derrière le SZ2 se cache le vrai responsable, une sorte d'usine rebelle, une tumeur très rare qu'on appelle un gastrinome. Un gastrinome, c'est quoi au juste? Pensez à une petite usine hormonale qui serait devenue complètement folle. C'est une tumeur dite neuroendocrine, un mot un peu technique pour dire qu'elle est issue de cellules qui sont à mi-chemin entre des cellules nerveuses et des cellules qui fabriquent des hormones. Son seul travail, c'est de produire de la gastrine. Sauf qu'elle le fait de manière totalement anarchique, sans aucun contrôle. Et à partir de là, c'est une réaction en chaîne implacable. La tumeur inonde le corps de gastrine. Cette hormone, c'est comme si elle criait en permanence aux cellules de l'estomac « Produisez de l'acide, toujours plus d'acide !» Résultat, l'estomac est littéralement submergé, ses défenses naturelles sont détruites et tous les symptômes du syndrome de Zollinger-Ellison apparaissent. Pour qu'on se rende bien compte, il faut parler chiffres. On parle de 0,5 à 2 cas par million de personnes et par an. C'est incroyablement rare. D'ailleurs, la plupart des médecins généralistes ne verront jamais un seul cas de toute leur carrière. On comprend tout de suite mieux pourquoi le diagnostic est un si grand défi. Heureusement, dans cette enquête médicale, il y a une piste sérieuse. La grande majorité de ces tumeurs se cachent dans une zone bien précise du corps, une zone qu'on a même surnommée le triangle du gastrinoma. C'est une petite région bien nichée entre le pancréas et la première partie de l'intestin. Bon, on a identifié le coupable, on connaît même sa cachette la plus probable. Maintenant, la question c'est comment les cliniciens font-ils pour le débusquer et avoir la confirmation qu'il est bien là? Il faut être clair, mettre la main sur un gastrinome, c'est tout sauf une simple formalité. Ça demande d'abord l'intuition d'un médecin qui pense à cette maladie rare. Et ensuite, il faut déployer tout un arsenal d'outils qui vont des analyses de sang très spécifiques jusqu'à l'imagerie médicale la plus pointue. L'indice numéro 1, la preuve quasi irréfutable, on la trouve dans le sang. C'est un taux de gastrine qui explose. Si, lors d'une prise de sang à jeun, le niveau dépasse 1000 picogrammes par millilitre, c'est plus de 10 fois la normale, le doute n'est quasiment plus permis. Pour être absolument sûr, 2 autres tests sont essentiels. D'abord, on vérifie le pH de l'estomac pour confirmer qu'il est bien extrêmement acide. Ensuite, on fait le test à la sécrétine. Normalement, cette hormone devrait calmer la production de gastrine, mais dans le cas d'un gastrinome, il se passe un phénomène totalement paradoxal. Le taux de gastrine s'envole. C'est la signature, le signe qui ne trompe pas. Ok, le diagnostic sanguin est posé. Maintenant, il faut trouver physiquement cette tumeur. Le scanner ou l'IRM peuvent aider. Mais l'arme de choix, l'outil ultime, c'est la TPCT au gallium-68. Pourquoi? Parce qu'il utilise un traceur qui agit comme un GPS ultra précis. Il ne se fixe que sur les cellules du gastrinome et à l'écran, il les fait s'allumer. Impossible pour la tumeur de se cacher. Une fois la tumeur localisée, il est temps de passer à l'action. Comment la neutraliser? Eh bien, il n'y a pas une seule réponse. La stratégie va dépendre d'un facteur absolument crucial, l'étendue de la maladie. En gros, il y a 2 grands scénarios. Premier cas, la maladie est localisée, la tumeur est contenue. Là, l'objectif est clair, la guérison complète. Deuxième cas, la maladie est métastatique, elle s'est déjà propagée. L'objectif change alors, la priorité est de contrôler les symptômes et de freiner l'évolution de la maladie. Donc, si la tumeur est isolée, l'objectif est simple, il faut l'enlever. La chirurgie est alors la voie royale. Si le chirurgien a réussi à faire une excision complète, les chances de guérison sont excellentes et peuvent même dépasser 70 à 80%. Par contre, si la maladie s'est déjà propagée, la bataille est différente. On attaque sur plusieurs fronts.
D'abord, on contrôle l'acide avec des médicaments puissants. Ensuite, on essaye de freiner la tumeur avec des hormones de synthèse. Et pour les cas plus avancés, on peut utiliser des thérapies ciblées ou même une sorte de radiothérapie interne qui va directement cibler les cellules cancéreuses. On a vu les traitements, mais alors, quel est le pronostic sur le long terme? Et pourquoi est-ce que, même après le traitement, la partie n'est jamais vraiment terminée? C'est là que réside tout le paradoxe de cette maladie. Ces tumeurs ont une croissance lente, ce qui est plutôt une bonne chose, mais elles sont malignes, et le chiffre est sans appel. Dans environ 60% des cas, quand on pose enfin le diagnostic, la tumeur a déjà eu le temps de former des métastases. L'impact de ce diagnostic souvent tardif, on le voit de manière flagrante ici. Pour une maladie localisée, la survie à 5 ans est supérieure à 90%. C'est excellent. Mais si des métastases sont déjà là, ce taux chute de façon spectaculaire. On tombe entre 20 et 50%. Ça montre à quel point chaque mois compte. C'est pour ça que le combat ne s'arrête jamais vraiment. Après le traitement commence une nouvelle étape, la surveillance à vie. Cela veut dire des prises de sang régulières et des examens d'imagerie périodiques pour guetter la moindre trace d'une possible récidive. Finalement, l'histoire du gastrinome nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà de cette seule maladie. Pour toutes les maladies rares, comment peut-on faire pour que ce parcours du combattant entre les premiers symptômes et le bon diagnostic soit plus court? Comment transformer une simple suspicion en une certitude plus rapidement, quand on sait que chaque jour qui passe peut changer une vie?